Au mariage de ma sœur, je me tenais à l'entrée principale dans une robe que j'avais moi-même dessinée. Élégante, sobre, et d'une valeur supérieure à celle de toute la liste d'invités réunis. J'ai donné mon nom au personnel. Ils ont froncé les sourcils, tapoté sur leur tablette, regardé à nouveau. Puis les mots qui ont tout changé. Désolé, votre nom n'est pas sur la liste. J'ai cru à une erreur. J'avais conçu les invitations, les menus, tout le thème du mariage. J'avais fait la robe. Je me suis tournée vers ma mère. Elle n'avait pas l'air surprise. En fait, elle semblait amusée. Elle s'est penchée, a baissé la voix et a dit, « Ta sœur a fait un beau mariage. On ne peut pas avoir une petite créatrice fauchée qui nous embarrasse. » Ce fut le moment. Le moment où tout a pris son sens. Chaque insulte, chaque rejet, chaque fois que j'avais été ignorée. Ils n'avaient jamais eu l'intention de m'inclure. J'étais assez bonne pour travailler pour eux, mais pas assez pour être vue avec eux. Alors, j'ai souri, je me suis retournée et je suis partie. Mais avant de m'en aller, je n'ai dit qu'une seule chose, alors, payer la robe de mariée. 3 jours plus tard, ma mère a ouvert la facture. Le prix, 27 500 $. Elle m'a appelé, puis a appelé encore et encore. 98 appels manqués. Ce n'est pas seulement une histoire de mise à l'écart. C'est ce qui arrive lorsque la personne que vous méprisez se révèle être celle qui tire les ficelles. Suivez-moi. Ce qui s'est passé ensuite a tout bouleversé. Claire Sutton avait 32 ans, n'était pas mariée et vivait seule dans un loft restauré au-dessus d'une galerie tranquille à Savannah. De l'extérieur, elle semblait ordinaire, polie, d'une discrétion sobre. Mais derrière son sourire réservé se cachait l'une des forces les plus reconnues de l'industrie nuptiale de luxe. Sous le pseudonyme d'Héloïse, Claire avait conçu des robes de mariée portées par les héritières de magnats des médias et les filles de politiciens. Son travail n'était pas tape à accent grave-l'œil. Il était raffiné, cousu main, et murmuré dans les cercles d'élite pour sa virtuosité. Personne dans sa famille ne le savait, et c'est exactement ainsi qu'elle le préférait. Les Sutton étaient une famille du Sud avec un goût prononcé pour le statut. Sa mère, Linda Sutton, maîtrisait l'art de l'ascension sociale. Sa sœur aînée, Rachel, était l'enfant chéri, la fille parfaite et soignée dont la seule ambition était de faire un bon mariage et de jouer son rôle à la perfection. Claire, avec ses doigts calleux et ses nuits passées à dessiner à la lueur d'une lampe, n'avait jamais trouvé sa place. Son père avait été le seul à croire en elle, mais il était décédé quand elle avait 16 ans. Depuis, Claire était tolérée, mais rarement reconnue. Pourtant, lorsque Rachel avait appelé des mois plus tôt pour dire « Je veux quelque chose de différent pour ma robe », Claire avait senti une lueur d'espoir. Rachel prétendait vouloir gérer intelligemment le budget. Elle disait que le sens de l'élégance de Claire leur ferait économiser des milliers de dollars. Claire accepta, non pas parce qu'elle avait besoin d'argent, mais parce qu'elle voulait désespérément être vue. Elle a conçu la robe elle-même, y a passé plus de 120 heures. Dentelle importée, couture finie à la main, chaque perle cousue avec soin. Elle a également conçu les menus imprimés, les panneaux de bienvenue, le plan de table. Personne ne l'a payé. Personne n'a demandé combien cela coûtait. Il s'y attendait simplement, comme les Sutton l'avaient toujours fait. Le matin du mariage, Claire s'est habillée avec soin. Non pas pour impressionner, mais pour respecter son propre travail. Sa robe était sa propre création, soit gris doux, col montant, silhouette épurée, élégante sans faire de l'ombre. Elle portait une petite paire de boucles d'oreilles de famille, le dernier cadeau de son père, et un rouge à lèvres rose pâle. C'était un hommage discret à la femme qu'elle était devenue, malgré tout. Quand elle est arrivée au domaine, la cérémonie n'avait pas encore commencé. Elle passa devant la fontaine en pierre, sous l'arche de rosiers grimpants qu'elle avait suggérée lors de la planification, et atteignit l'entrée de la réception. Une jeune employée se tenait là, tablette à la main, vérifiant les noms. Claire sourit doucement. Claire Sutton. La femme tapota l'écran. S'arrêta. Pourriez-vous me l'épeler ? Elle le fit. Une autre pause. Un autre balayage. Puis vint la phrase qui serra la poitrine de Claire malgré le sang-froid qu'elle portait comme une armure. Je suis désolée, votre nom n'est pas sur la liste.
Claire inspira lentement. J'ai conçu la robe. Je suis la sœur de la mariée. La femme semblait vraiment mal à l'aise. Je comprends, mais la liste des invités est définitive. Je ne suis pas autorisée à laisser entrer quiconque n'est pas approuvé. Claire hocha la tête une fois, les lèvres pincées, puis se tourna vers la foule à l'intérieur. C'est alors qu'elle vit sa mère, Linda, glisser vers elle comme un cygne sur du marbre poli. Son expression ne trahissait aucune inquiétude. Elle n'était pas surprise de voir Claire là. En fait, elle avait l'air préparée. « Tu es venue » dit Linda, la voix calme. « C'est courageux. » Claire garda la voix basse. « Je ne suis pas sur la liste des invités. »« Non » répondit Linda, croisant sagement les mains devant elle. « Nous ne t'avons pas incluse. »« Pourquoi ?» Linda jeta un coup d'œil par-dessus son épaule comme si quelqu'un pouvait regarder. Puis elle se pencha légèrement. Rachel se marie dans une famille très respectable. Riche, éduquée, en vue. Nous ne pouvons pas avoir quelqu'un comme toi, se présentant dans une robe faite maison et rappelant à tout le monde ce que nous étions. Claire se raidit. Je ne suis pas un handicap. Tu n'es pas des nôtres, Claire. Tu as toujours suivi ton propre chemin, et c'est bien. Mais ce n'est pas ton moment. C'est celui de Rachel. Laisse-la briller. Le cœur de Claire battait fort, mais sa voix était calme. J'ai fait la robe. Le sourire de Linda n'atteignit pas ses yeux. Et nous en sommes reconnaissants, vraiment. Mais le travail est terminé maintenant. C'était un renvoi net, poli, d'une cruauté subtile. Claire sentit la piqûre, mais ne le montra pas. Au lieu de cela, elle regarda sa mère droit dans les yeux et dit sans élever la voix, « Alors, payez la robe de mariée. » Linda cligna des yeux. « Quoi ?» J'ai dit, répéta Claire, vous pouvez payer la robe de mariée. Avant que sa mère ne puisse répondre, Claire se retourna et s'éloigna. Elle ne pleura pas. Elle ne se retourna pas. Elle traversa la cour de gravier, monta dans sa voiture et sortit son téléphone. La facture était prête depuis des jours, détaillée, professionnelle et indéniablement réelle. Elle cliqua sur « Envoyer ». 3 jours plus tard, pendant un déjeuner dans un café tranquille, Claire jeta un coup d'œil à son téléphone. 98 appels manqués, tous de sa mère. Un message vocal. Elle l'écouta une fois. « Claire, nous devons parler de cette facture. Je pense qu'il y a eu un malentendu. Peux-tu m'appeler s'il te plaît ?» Elle ne le fit pas. Certaines dettes ne peuvent être payées en argent. Mais celle-ci, oh, celle-ci le pouvait. Claire ne rappela pas sa mère. Ni après la facture, ni après le message vocal. Le silence n'était plus un choix passif. C'était sa forme de paix. Et tandis qu'elle remuait son thé dans le café cet après-midi-là, ses pensées dérivèrent vers des endroits qu'aucune facture ne pouvait atteindre, des endroits plus anciens que le ressentiment, plus profonds que la fierté. Elle n'avait pas toujours été aussi calme. Il fut un temps où Claire Sutton pleurait devant des dîners froids et des anniversaires oubliés. Un temps où elle se glissait dans des robes serrées et des sourires forcés, espérant un signe d'approbation de sa mère. Mais cette approbation n'était jamais venue. Ni quand elle peignait. Ni quand elle s'était classée 2e à un concours d'art régional. Pas même lorsque ses croquis de mode avaient été publiés anonymement dans un magazine étudiant lors de sa dernière année de lycée. Car dans la maison des Sutton, la valeur se mesurait à la conformité, pas à la créativité. Rachel était l'étoile brillante. Dès la maternelle, ses dessins étaient encadrés sur le réfrigérateur. Ses bulletins scolaires étaient brandis avec fierté au brunch. Elle suivait des cours de bonne manière, posait pour les cartes de vœux familiales et, à 16 ans, avait un portfolio complet de photos de mannequins. Leur mère la préparait pour être admirée, courtisée, bien mariée. Rachel ne remettait pas en question cette attention. Elle l'absorbait comme la lumière du soleil. Claire était différente. Elle ne s'habillait pas comme les autres filles. Elle posait trop de questions. Elle passait des heures seule à feuilleter des catalogues de mode et à dessiner des silhouettes dans des cahiers à spirale. Quand elle parlait de design, sa mère l'interrompait avec un soupir. Ce n'est pas un vrai avenir, Claire. C'est un passe-temps,
une distraction. Rachel avait des leçons de piano. Claire avait le silence. Mais il y avait eu une voix pour la défendre. Son père. James Sutton était un homme tranquille, du genre à réparer les robinets qui fuient sans qu'on le lui demande et à se souvenir des anniversaires des enfants du facteur. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand Claire lui montra son premier croquis de mode complet, une robe lavande avec un ourlet festonné et un décolleté brodé, il leva les yeux de son journal et dit « Tu as l'œil pour la beauté. Ne laisse jamais personne te faire honte de voir le monde différemment. » Cette phrase devint sa boussole. Il commença à lui donner en cachette des livres sur les textiles et le modélisme. Quand sa mère se moquait, il lui disait doucement « Laisse Claire être Claire. » Et pendant un temps, il la protégea, la préserva des rejets subtils, des regards secs, des classements tacites. Puis il mourut. Insuffisance cardiaque. Juste avant l'avant-dernière année de lycée de Claire. Rachel pleura publiquement et fut consolée par les voisins. Claire pleura seule, en silence, derrière des portes closes. Personne ne remarqua qu'elle avait arrêté de dessiner pendant 6 mois. Personne ne remarqua qu'elle ne dînait plus avec la famille. Elle s'effaça du rythme de la maison comme une mélodie que personne ne se souciait plus de fredonner. À partir de ce moment, c'est comme si Claire avait été effacée, non par cruauté, mais par commodité. Elle n'était pas invitée au brunch mère-fille. Ses cadeaux d'anniversaire devinrent des chèques dans des enveloppes. Ces étapes importantes passèrent sans célébration. Et lorsqu'elle postula à une école de mode à New York et fut acceptée avec une bourse complète, Linda Sutton dit simplement « Au moins, ça ne nous coûtera rien. » Cela coûta quelque chose à Claire, beaucoup en fait. Mais elle ne le leur montra jamais. Dans cet espace de rejet, Claire trouva son sanctuaire dans le design. Elle se plongea dans la théorie des couleurs, la construction de vêtements, l'histoire de la couture. Elle fit un stage chez un tailleur qui parlait à peine anglais, cousit des boutons toute la nuit pour des ateliers de mariage, et vendit des croquis en ligne sous des noms anonymes pour se bâtir une réputation. Elle apprit tout ce que personne ne croyait qu'elle pouvait apprendre, à ses propres conditions. Elle apprit non seulement à créer de la beauté, mais aussi à y survivre. Cet isolement l'aiguisa. Pas amère, pas froide, juste nette comme de l'acier poli. Ses amis ne venaient pas de la famille, mais des coins discrets de l'industrie, mentors, stylistes, modélistes, assistants qui se fichaient de son nom de famille. Elle gagna son respect à coups d'épingle et de plis, pas dans les soirées. Ce n'est pas que Claire en voulait à Rachel. Pas exactement. C'était plutôt qu'elle en voulait à ce que Rachel avait été autorisée à être, visible, désirée, célébrée. Claire avait dû gagner chaque regard, chaque dollar, chaque moment de dignité. Mais elle l'avait fait. Et c'est peut-être ce qui blessait le plus sa mère. Car peu importe à quel point elles essayaient de la repousser, Claire avait construit quelque chose de plus fort que leurs attentes. Elle s'était construit un soi qu'elle ne pouvait ni contrôler ni revendiquer. Et maintenant, alors que le nom Sutton était paradé dans le domaine du mariage, lié à un marié avec 5 générations d'héritage bancaire, Claire savait qu'elle n'avait jamais vraiment appartenu à cet héritage. Elle appartenait à quelque chose de mieux. Elle avait façonné son identité non par l'héritage, mais par le feu, non par le confort, mais par la création. Et ils allaient apprendre, qu'ils le veuillent ou non, que même les enfants oubliés deviennent des femmes qui n'oublient pas qui elles sont. Claire n'avait jamais prévu de devenir célèbre. En fait, plus les gens parlaient de ses créations, plus elle protégeait soigneusement la vérité derrière elle. La célébrité, dans son monde, était un costume qu'elle n'avait jamais voulu porter. Ce qui importait, ce n'était pas son nom. C'était la couture. L'histoire cousue dans chaque ourlet. C'est pourquoi Héloïse était née. Héloïse était élégante, intouchable et invisible. Elle ne donnait pas d'interview. Elle n'apparaissait pas aux semaines de la mode ni ne se tenait en coulisses pour les applaudissements. Pas de selfies, pas de vidéos des coulisses. Son image de marque se résumait à des notes manuscrites, des boîtes scellées à la cire et la confiance tranquille et indubitable de quelqu'un qui laisse son travail parler pour lui. Ses créations arrivaient dans des housses de luxe avec des étiquettes manuscrites, à la mariée qui mérite de se sentir inoubliable. C'était sa voix, et le monde en tomba amoureux. En 5 ans, Héloïse était devenue un nom murmuré parmi les boutiques de mariage d'élite.
Les stylistes lui adressaient leurs clientes les plus exigeantes. Ces robes se vendaient aux enchères silencieuses, portées par des femmes dont les noms n'apparaissaient jamais dans les tabloïds, mais qui tiraient néanmoins les ficelles de la société. Ce n'était pas la dentelle ou la coupe qui rendait son travail différent. C'était l'intimité. Chaque robe portait une pulsation, quelque chose de profondément personnel mais intemporel. Parmi ses premiers clients se trouvait une firme boutique qui fusionnerait plus tard pour devenir Grant & Ellis, la marque de luxe appartenant à Michael Grant. Claire n'en avait aucune idée à l'époque. Elle savait seulement que la marque payait équitablement, offrait une liberté créative et ne demandait jamais de rencontre en personne. Elle préférait que ce soit ainsi. Les contrats étaient signés numériquement, son identité masquée derrière un email proxy et un agent légal. Tous les paiements étaient effectués via sa société, CE Design LLC. Personne ne demanda jamais ce que les initiales signifiaient. Avec le temps, son travail devint central dans les collections nuptiales saisonnières de Grant & Ellis. 3 de ses silhouettes originales avaient été présentées dans des magazines. Une robe avait été portée par la fille d'un sénateur lors d'un mariage dans un domaine de la Nouvelle-Angleterre, discrètement présentée dans Vogue. Et pourtant, personne ne savait qui était Héloïse, pas même Michael Grant, l'homme désormais marié à sa sœur. C'était une ironie sur laquelle Claire ne s'attardait pas. Lorsque Rachel annonça ses fiançailles avec Michael Grant, l'estomac de Claire se serra, mais pas de jalousie. C'était l'étrange convergence de 2 mondes qu'elle avait tant essayé de garder séparés. Rachel, la sœur qui avait passé toute leur enfance sous un projecteur que Claire n'avait jamais été autorisée à partager. Et Michael, le PDG de la marque même qui profitait de son anonymat. Elle envisagea de le lui dire, juste une fois, juste pour dire, nous avons déjà travaillé ensemble, en fait. Mais ensuite, elle imagina le regard qu'il lui lancerait, l'incrédulité polie suivie d'une pause gênante. Rachel en ferait une compétition. Leur mère en ferait d'une manière ou d'une autre une affaire personnelle. Et donc, Claire fit ce qu'elle faisait toujours. Elle ne dit rien. Elle dessina, cousit et resta silencieuse. Héloïse demeura son bouclier. Une création non seulement de mode, mais de survie. Après des années à être diminuée et rejetée, Claire avait appris le pouvoir de l'inconnu. S'il ne pouvait pas la voir, il ne pouvait pas la saper. Personne ne pouvait dire qu'elle avait réussi grâce à un nom ou une faveur. Chaque point était le sien. Chaque dollar gagné sans reconnaissance était la preuve de sa valeur. Et pourtant, il y avait des jours où elle se demandait ce que ce serait d'être vue. Vraiment vue, non pas pour un titre ou une étiquette, mais pour le travail et le cœur qui se cachaient derrière. Mais ce rêve s'était estompé avec le temps, remplacé par quelque chose de plus solide, l'indépendance. L'ironie, bien sûr, était que sa famille la voyait toujours comme celle qui luttait. L'enfant artiste qui ne grandirait jamais. Sa mère l'appelait encore, créative, de la même manière que certains disent, compliquée. Rachel traitait toujours son succès comme une phase. Il parlait de carrière, mais pas de la sienne. De mariage, mais pas de ce qu'elle aidait à rendre inoubliable. Personne ne demandait comment elle payait ses factures. Personne n'a jamais dit « J'ai vu ton travail dans ce magazine ». Parce que personne ne le savait. Et c'est ainsi qu'elle le voulait. Jusqu'à ce moment à la porte du domaine, quand sa mère la regardait dans les yeux et la traitait de créatrice fauchée, comme si elle était encore cette fille qui dessinait des robes dans un cahier à spirale pendant que Rachel essayait des robes de concours. Claire ne la corrigea pas. Elle ne dit pas un mot. Mais ce moment resterait gravé en elle, plus vif que n'importe quelle insulte, car en une seule phrase, sa mère avait confirmé tout ce que Claire avait toujours soupçonné, que rien de ce qu'elle ferait ne serait jamais suffisant pour gagner sa place dans cette famille. Pas même en bâtissant un empire en silence. Elle avait appris à être invisible. Mais l'invisibilité, comme Claire en était venue à le comprendre, n'était pas une faiblesse. C'était un pouvoir. Le genre qui n'a pas besoin d'être annoncé pour être indéniable. Rachel appela un mardi matin, 2 mois avant le mariage. Sa voix au téléphone était inhabituellement douce, presque répétée. Claire sirotait son café, examinant des échantillons de tissu sous une douce lumière naturelle, lorsque l'appel arriva. Cela faisait des mois qu'elle ne s'était pas parlé en dehors des obligations familiales. Cela seul aurait dû être un signe.
Claire, commença Rachel, tout en sucré en soi. J'ai une énorme faveur à te demander. Claire avait déjà entendu ce ton. Quand elles étaient enfants, il précédait souvent le moment où Rachel empruntait ses carnets de croquis pour ne jamais les rendre, ou convainquait leur mère que Claire avait cassé quelque chose qu'elle n'avait pas touché. Pourtant, Claire répondit calmement. Qu'est-ce que c'est ? Rachel se lança dans son explication. Le budget du mariage avait explosé. Le lieu, la nourriture, l'orchestre, tout coûtait plus cher que prévu. La famille de Michael avait couvert la plupart des grosses dépenses, mais il y avait de petites choses qui passaient à travers les mailles du filet. Et bien sûr, la robe. Claire écouta en silence Rachel expliquer qu'elle avait essayé d'autres créateurs, mais personne ne pouvait livrer quelque chose de vraiment spécial à court préavis sans facturer une fortune. Je sais que c'est beaucoup, dit Rachel en baissant légèrement la voix. Mais j'espérais que peut-être tu pourrais m'aider, juste cette fois. Claire ne répondit pas immédiatement. Elle fixa le tulle délicat entre ses doigts, sentit le poids de toutes les années passées à être ignorées. Mais ensuite, elle se souvint de la fille qu'elle était, celle qui voulait encore faire partie de quelque chose qui appartenait à la famille, même si elle avait été reléguée en marge. Je le ferai, dit Claire doucement. Rachel poussa un cri de joie, puis changea rapidement de sujet. Oh, et maman a aussi quelques idées. Elle t'enverra un email plus tard avec des notes sur le décolleté et la traîne. On pense à quelque chose d'intemporel, mais aussi de photogénique. Ces mots, pas les miens. Les 8 semaines suivantes furent un tourbillon de travail. Claire ne se contenta pas de concevoir la robe. Elle s'y investit corps et âme. Elle utilisa de la dentelle de Chantilly antique importée de France. Elle cousit à la main des centaines de perles de rocaille sur le corsage. Le voile seul prit 16 heures, chaque détail cousu pour correspondre à la broderie subtile le long de l'ourlet. Mais elle ne s'arrêta pas là. Rachel mentionna que la signalétique et les impressions n'étaient toujours pas finalisées. Claire proposa donc d'aider à concevoir la suite d'invitations, les cartes de menu, les numéros de table. Elle ajouta des accents de feuilles d'or à la main. Quand elle vit que le tableau d'inspiration pour l'arche florale était plat et sans inspiration, elle le redessina, trouva les fournisseurs et l'envoya anonymement par l'intermédiaire d'un contact de production. Elle fit tout cela discrètement, professionnellement, sous le même nom qu'elle utilisait toujours, Héloïse. Pas une seule fois elle n'attacha son vrai nom. Ni sur les étiquettes, ni sur les fichiers. Elle ne demanda jamais de paiement. N'en parla même jamais. Et elles n'offrirent jamais. Il n'y eut pas d'appel de remerciement, pas de note manuscrite, pas de SMS disant « c'est magnifique ». Les seuls retours venaient de messages transférés de Linda, « la traîne doit être plus courte » ou « Rachel veut plus de paillettes » ou « nous sommes préoccupés par le décolleté ». C'est un peu modeste. Chaque commentaire était livré comme une correction à quelque chose d'inadéquat, pas une demande à quelqu'un qui avait donné sans rien demander. Claire ajusta chaque détail sans argumenter. Elle travaillait tard dans la nuit, se piquant les doigts sur la mousseline et le tulle, se demandant si c'était de la générosité ou simplement un retour à l'ancien schéma, elle donnant, elle prenant. Ce qui la rongeait, cependant, ce n'était pas le silence. C'était la familiarité de celui-ci. La façon dont ses contributions disparaissaient en arrière-plan comme la musique d'un hôtel que personne n'écoute vraiment mais qui manquerait si elle n'était plus là. C'était toujours comme ça. On attendait de Claire qu'elle donne. On attendait de Rachel qu'elle brille. Un soir, Claire livra le croquis final, celui qui deviendrait la robe finie. Elle l'envoya par email à Rachel et mit Linda en copie, notant les délais, l'état de l'expédition des tissus et la livraison estimée. La réponse arriva 2 jours plus tard de l'adresse email de Linda. Ça a l'air bien, disait-il. Veuillez confirmer qu'il n'y a pas de marque visible. C'est un événement familial, pas une opportunité commerciale. Claire fixa cette phrase pendant longtemps. La voilà de nouveau, cette ligne entre la famille et la fonction. Elle n'était pas leur fille ou leur sœur à ce moment-là. Elle était un service, une main invisible, un fantôme de tulle. Une petite voix intérieure commença à murmurer, une qu'elle n'avait pas entendue depuis des années. Quelque chose ne va pas, mais elle la repoussa comme elle l'avait toujours fait. Car malgré le schéma, malgré les années,
une partie de Claire croyait encore que si elle donnait assez, si elle donnait parfaitement, peut-être qu'elle la verrait enfin. Elle n'avait aucune idée à quel point elle avait tort. Les invitations de mariage furent livrées la 2e semaine de mai, enveloppées dans des enveloppes ivoire scellées avec une feuille d'or, R&M, son propre monogramme personnalisé. Claire reconnut instantanément le design. Elle avait passé des heures à affiner chaque détail, le poids du papier, l'angle de la calligraphie, le subtil scintillement de l'encre lorsqu'elle était inclinée sous la lumière. Elle avait touché chaque élément de ses invitations, chaque décision visuelle approuvée sous le nom d'Héloïse. Et pourtant, lorsque les paquets furent envoyés, sa boîte aux lettres resta vide. Au début, elle n'y prêta pas attention. Peut-être s'était-elle perdue. Peut-être n'avait-il pas encore envoyé la sienne. Il y avait des dizaines d'invités. Ces choses-là arrivent. Mais alors que les jours se transformaient en une semaine, et que ses clientes, dont certaines étaient invitées, envoyaient des captures d'écran ou la remerciaient en privé pour l'élégance de l'invitation, une prise de conscience silencieuse commença à se former dans sa poitrine. Elle n'avait pas seulement été oubliée. Elle avait été exclue. Pourtant, Claire leur accorda le bénéfice du doute. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Elle envoya un message à Rachel, délibérément décontracté. « Salut, je n'ai pas encore reçu l'invitation. Peux-tu vérifier si elle a été envoyée ?» Rachel répondit avec ce qui semblait être de l'inquiétude. « Oh, je suis sûre que maman s'en est occupée. Je lui demanderai et je te tiendrai au courant. » Rien de plus. Aucune insistance sur le fait que, bien sûr, Claire était invitée. Aucune excuse, aucun suivi. Claire fixa le message pendant longtemps. Il n'y avait aucune chaleur dans les mots, aucune urgence, juste une vague promesse de vérifier, et elle soupçonnait, de ne plus jamais en parler. Rachel avait toujours été douée pour garder les apparences. Ce soir-là, Claire se versa un verre de vin et ouvrit son ordinateur portable. Elle se retrouva à faire défiler la story Instagram d'une demoiselle d'honneur. Une vidéo floue balayait le tableau de réception. Plan de table finale, disait la légende. Claire mit la vidéo sur pause et se pencha. Son cœur battait la chamade alors que ses yeux parcouraient chaque colonne. Pas de Claire, pas de Sutton, pas de carton vierge qui aurait pu être un substitut. Il y avait des noms qu'elle se rappelait à peine. D'anciens voisins, d'anciens camarades de classe, même des partenaires commerciaux de Linda, mais son propre nom n'était nulle part. Elle vérifia 2 fois, puis encore. C'était délibéré. Elle avait conçu la carte même dont elle était maintenant effacée. Elle connaissait le modèle, l'espacement, les polices. Elle avait arrangé les tables elle-même. Maintenant, quelqu'un l'avait enlevée. Silencieusement, chirurgicalement. Pendant un long moment, Claire resta immobile. Non pas parce qu'elle était choquée, mais parce que cela confirmait ce qu'elle craignait depuis le début. Sa présence était indésirable. Pas gênante, indésirable, malvenue. Pourtant, elle ne dit rien. Elle ne répondit pas à Rachel. Elle n'appela pas sa mère. Elle retourna au travail, et pourtant la douleur demeurait. Une douleur sourde et persistante qui murmurait des questions dans le silence. Pourquoi ne voulait-il pas d'elle là-bas? Était-elle vraiment si embarrassante, si jetable? La robe était-elle suffisante, mais son existence de trop? Elle se souvint des heures passées à perler à la main la robe de Rachel. La broderie qu'elle avait refaite 2 fois parce que Linda disait qu'elle avait besoin de plus de lumière. Le motif floral qu'elle avait retravaillé de A à Z juste pour correspondre à la nouvelle palette de couleurs du mariage. La douzaine de numéros de table dorée qu'elle avait réimprimés la nuit précédant la panne des imprimeurs. Elle se souvenait de tout. Et maintenant, pas même une chaise à son nom. Il y avait quelque chose de profondément humiliant à être effacé d'un moment que l'on a aidé à créer. Mais Claire ne pleura pas. Elle avait dépassé les larmes pour cette famille. Au lieu de cela, elle prit une décision calme et intentionnelle. Elle y assisterait. Non pas pour mendier une place, non pas pour leur faire honte, non pas pour réclamer quelque chose qu'ils ne lui avaient jamais vraiment donné. Elle irait parce qu'elle avait besoin de savoir une fois pour toutes qui ils étaient vraiment, et qui elle était devenue. Il ne s'agirait pas de confrontation. Il s'agirait de clarté.
Elle commença à se préparer avec la même précision qu'elle appliquait à chaque client. Elle choisit une robe de sa propre conception, élégante et sobre. Elle choisit ses bijoux avec soin. Rien d'ostentatoire, mais tout de significatif. Elle cira ses talons, repassa son manteau, emballa sa dignité avec son rouge à lèvres. S'ils allaient prétendre qu'elle n'existait pas, elle leur rappellerait, sans un seul mot plus haut que l'autre, qu'elle existait, et qu'elle n'avait jamais eu besoin de leur permission pour se montrer. Le soleil n'avait pas bougé. Les fleurs s'épanouissaient exactement là où elle les avait imaginées. Les marches de marbre brillaient comme si elles avaient été polies par la mémoire elle-même. Et Claire Sutton se tenait là où elle avait craint de se trouver, à l'extérieur de sa propre création, l'entrée refusée, non par hasard, mais par dessein. L'employé jeta un dernier coup d'œil à l'écran, l'air désolé. « Je suis vraiment désolé. Vous n'êtes pas sur la liste des invités, et nous avons reçu des instructions strictes. » Claire ne dit rien. Elle avait répété cette scène dans sa tête, mais la piqûre silencieuse de la réalité était plus profonde que n'importe quelle fantaisie. Dans le silence qui suivit, ses yeux captèrent un mouvement, des talons qui claquent, un sillage de parfum, puis se posèrent sur la silhouette qui approchait. Linda Sutton, plus posée que jamais, irradiait le contrôle. Elle marchait avec un calme que Claire connaissait bien, la confiance de quelqu'un qui se croit irréprochable. Elle atteignit l'entrée, offrit un sourire crispé à l'employé, puis se tourna vers Claire. « Je te l'avais dit, » dit Linda. Sa voix était basse, tranchante. On ne peut pas avoir une créatrice fauchée à côté d'un homme comme Michael. Ça donnerait une mauvaise image de Rachel, de nous tous. Claire cligna lentement des yeux. Je ne suis pas ici pour me tenir à côté de qui que ce soit. Linda plissa les yeux. Pourquoi es-tu là alors? Pour faire une scène? Ne penses-tu pas que tu as déjà assez pris à cette famille? Claire faillit rire. Pris? Elle pensa aux heures qu'elle avait travaillées, non payées, invisibles. Les nuits blanches, le soin, le silence qu'elle avait maintenu lorsque son nom avait été effacé du plan de table qu'elle avait conçu. Vous ne m'avez même pas envoyé d'invitation, dit Claire. Linda ne sia pas, ça aurait compliqué les choses. Et la place? Il n'y avait pas de place, répondit sèchement sa mère. D'ailleurs, tu n'as jamais vraiment appartenu à ce monde, Claire. Nous t'avons donné un toit et une éducation. Nous avons toléré ton petit passe-temps. Claire sentit son estomac se glacer. Tolérer. Ce mot, prononcé si facilement, effaçait des années d'efforts, de tentatives pour prouver qu'elle pouvait appartenir, non par obéissance, mais par excellence, non par le vernis, mais par la détermination. Vous ne m'avez jamais vu, murmura Claire. Linda pencha la tête, sa voix maintenant aiguë. J'ai vu ce que tu essayais d'être. Ce n'était jamais assez. Quelque chose à l'intérieur de Claire se stabilisa. Ne se brisa pas, ne craqua pas, se stabilisa, comme la poussière qui trouve sa place après une longue chute. Elle redressa légèrement sa posture, non par défi, mais par clarté. Sa voix était calme. Vérifie tes emails, dit-elle. Linda fronça les sourcils. Pardon. Les mots de Claire étaient mesurés. Facture envoyée. Elle se retourna. Cette fois, non pas avec hésitation ou fierté blessée, mais avec détermination. Elle redescendit le même chemin qu'elle avait un jour rêvé de parcourir en tant que demoiselle d'honneur, ou même juste en tant que sœur. Ce rêve était mort depuis longtemps. Aujourd'hui, elle enterrait les cendres. Chaque pas l'éloignant du domaine semblait plus silencieux, plus pur. Elle ne pleura pas. Elle ne trembla pas. Elle ne laissa pas la colère gâcher la grâce qu'elle avait si longtemps lutté pour revendiquer. Elle n'avait pas besoin qu'on la laisse entrer. Elle s'était laissée sortir. Le temps qu'elle retourne à son appartement, Savannah était baignée dans la douce lumière dorée du soir. Elle enleva ses talons, posa son manteau et se prépara un thé. Personne n'appela ce soir-là. Pas encore. Mais le lendemain matin, ils commencèrent. Son téléphone s'alluma par intermittence. Un appel, puis 5. À midi, il y en avait 23. Le soir, 57. Le troisième jour, 98 appels manqués, tous du même numéro.
Sa mère. Son nom, sa voix, tendant la main à travers une ligne coupée depuis trop longtemps pour être reconnectée par la panique. Claire ne répondit pas. Elle n'avait pas besoin d'entendre les excuses, ni l'incrédulité, ni la supplication de ne pas surréagir. Elle savait ce qu'ils avaient trouvé, la facture, détaillée, signée, la valeur de ce qu'ils avaient volé, listée, taxée et juridiquement contraignante. Elle remua son thé et regarda par la fenêtre. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers la vitre. Une brise faisait voleter les voilages. À cet instant, Claire Sutton n'était pas en deuil. Elle était libre. Le mariage s'était terminé en spectacle, danse sous les lustres, tintement des flûtes de champagne, une mer de perfection orchestrée que Rachel avait conçue jusqu'au dernier centre de table en cristal. Les invités étaient partis éblouis. Les flashs s'étaient estompés. L'orchestre avait remballé et l'équipe de traiteurs se déplaçait silencieusement dans les couloirs. Maintenant, enfin, ils étaient seuls. Michael se tenait près de la fenêtre de la chambre de la suite nuptiale, toujours en chemise de smoking, sa veste soigneusement pliée sur une chaise. Rachel fredonnait en ajustant sa robe une dernière fois dans le miroir, incapable de résister à un dernier regard sur ce qu'elle appelait la robe la plus importante de sa vie. Il jeta un coup d'œil et c'est là qu'il le remarqua. Juste sous l'ourlet intérieur de la robe, à peine visible à moins de savoir où chercher, se trouvait une délicate signature cousue à la main, un nœud entrelacé et un seul aile incliné. Stylisé, subtil, mais sans équivoque. Il fronça les sourcils. Il s'approcha, soulevant doucement le tissu. « Attends, c'est... » Sa voix s'éteignit. Rachel leva les yeux, surprise. « Quoi ?» Michael ne répondit pas tout de suite. Son esprit parcourait déjà les possibilités. Il avait déjà vu ce monogramme. Sur des croquis, des prototypes, des échantillons de tissu envoyés à son équipe de design. C'était la signature d'Héloïse, la créatrice insaisissable qui était devenue la pièce maîtresse de chaque réunion interne depuis 6 mois. Il l'avait traquée, qui qu'elle soit. Elle refusait chaque interview, ne signait jamais les contrats directement, travaillant uniquement par le biais d'intermédiaires. Ses créations avaient élevé leur ligne nuptiale saisonnière. Elle avait à elle seule ravivé le segment de luxe en déclin de Grant et Ellis. Tout le conseil d'administration de Michael était d'accord. S'il pouvait la verrouiller avec une exclusivité, elle serait le joyau de leur marque. « Où as-tu eu cette robe ?» demanda-t-il. Rachel cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Tu l'as vue pendant les essayages. » « Non, qui l'a conçue ? » Il y eut une pause. Rachel lissa ses mains sur le tissu. « C'est du sur-mesure, dit-elle prudemment. Nous ne sommes pas passés par une marque. »« Je vois bien, dit-il. » « Mais qui l'a faite ? » Elle hésita trop longtemps. La voix de Michael se fit plus vive. « Rachel. » Ses yeux s'égarèrent. Elle avait l'air prise au piège, pire, coupable. « Claire, » admit-elle presque dans un murmure. « Claire l'a faite. » Michael la fixa, abasourdi. « Claire ? » Rachel essaya d'en rire. « Tu sais, elle a fait une école de design ou quelque chose comme ça. Elle a proposé d'aider pour la robe quand nous dépassions le budget. Ce n'était pas grand-chose. » Il recula, un os se formant dans sa poitrine. Claire et Héloïse. La bouche de Rachel s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Michael ne l'avait jamais vue comme ça, acculée, vulnérable. Elle ne pouvait pas mentir assez vite pour rattraper la vérité. « Tu es en train de me dire, dit-il lentement, que la créatrice la plus brillante avec qui nous ayons jamais travaillé, la personne avec qui je négocie par le biais de juristes depuis 6 mois, celle sur qui notre équipe a bâti notre prochain trimestre, c'est ta sœur ? » Rachel rougit. « Maintenant, tu exagères. Elle ne nous a même pas fait payer. Et honnêtement, c'était mieux comme ça. Tu sais à quel point elle est dramatique. Si on en avait fait toute une histoire, ça se serait encore transformé en une histoire larmoyante sur la famille. » La mâchoire de Michael se crispa. « Tu l'as effacée de son propre travail. Elle a toujours été comme ça. Émotive, difficile. Elle n'est pas, » Rachel s'interrompit. « Elle n'est pas une marque, Michael. C'est juste Claire.
Mais il n'écoutait plus. Il repensait aux échanges de mai, aux croquis qui arrivaient à 3 heures du matin, débordant d'originalité, à la robe d'échantillon qui avait réduit leur vice-présidente du design à un silence stupéfait, à la signature, au mystère délibéré, et à quel point son succès futur. L'avenir de leur entreprise était lié à ce fantôme de créatrice. Elle avait été juste devant eux, et il avait épousé la personne qui l'avait sciemment poussé dans l'ombre. Michael se détourna de Rachel et regarda par la fenêtre. Dehors, le domaine était encore baigné par les lanternes du mariage, vacillant doucement dans la brise nocturne. « Je n'arrive pas à y croire, dit-il à voix basse. Rachel s'approcha de lui avec précaution. Ce n'est pas comme si elle avait besoin de l'attention. Elle a toujours été compliquée. Je voulais juste que la journée soit simple. Il se tourna, sa voix basse mais dure. Tu as saboté une relation de plusieurs millions de dollars. Tu as menti. Tu l'as humiliée. Rachel se redressa. Elle n'avait pas sa place ici. Il la fixa longuement, comme s'il la voyait clairement pour la première fois. Elle a bâti toute cette journée, dit-il. Et tu t'es assuré qu'elle ne puisse pas y assister. Le silence entre eux s'épaissit. Dehors, les lanternes commencèrent à s'éteindre. À l'intérieur, quelque chose d'autre s'était déjà éteint. La facture arriva un mercredi matin tranquille. Elle fut livrée par email. Pas d'objet, pas de corps de message, juste une pièce jointe PDF professionnellement formatée, intitulée « Service de design mariage R. Sutton ». Linda cliqua distraitement dessus, s'attendant peut-être à un RSVP tardif ou à un reçu de fournisseur. Mais lorsque le document s'ouvrit, sa main se figea sur la souris. Ligne après ligne, les coups étaient détaillés. Dentelle cousue main importée de France. Broderie sur mesure. Calligraphie personnalisée pour toute la signalétique. Invitation dorée à la feuille. Conception personnalisée. Heure de consultation. Livraison express. Retouche de dernière minute et décoration de table stylisée. On aurait dit le catalogue d'une salle d'exposition de luxe, parce que c'en était un. Chaque ligne tenait méticuleusement compte de la main-d'œuvre, des matériaux et de l'exclusivité. En bas, en grammes et sans drames, se trouvait le total, 27 500 $. En dessous, paiement intégral du sous 7 jours ouvrables. Pas de notes, pas de salutations, pas de remarques passives-agressives, juste le genre de facture nette, professionnelle et juridiquement valable que l'on pourrait attendre d'un atelier de haute couture. Car c'était exactement ce que c'était. Le visage de Linda devint pâle. Elle fixa le chiffre comme si c'était une menace. Ce doit être une erreur, marmonna-t-elle, retournant à sa boîte de réception, espérant un autre message, un suivi, une rétractation, une sorte de plaidoyer émotionnel qui rendrait le tout moins formel. Mais il n'y avait rien. Pas d'explication, pas d'émotion, juste cette facture. De l'autre côté de la cuisine, Rachel sirotait son café et faisait défiler son téléphone. Qu'est-ce qui ne va pas ? Linda ne répondit pas immédiatement. Elle tourna simplement l'écran de l'ordinateur portable vers sa fille. Rachel se pencha. Son sourire s'effaça. Tu plaisantes, murmura-t-elle. Elle nous fait payer. La voix de Linda se fit plus vive. Elle n'a rien dit à propos de l'argent. Elle a proposé d'aider. Rachel regarda le détail des articles. 27 000 $. Pourquoi ? Du tissu et de l'encre ? Elle a inclus la main-d'œuvre, dit Linda en relisant les lignes. Heure de conception, licence. La dentelle seule a coûté. Mon Dieu. Rachel repoussa sa chaise et se leva. Non, non, je ne vais pas laisser passer ça. Je l'appelle. Elle prit son téléphone, composant déjà le numéro. Michael, entrant de l'autre pièce, s'arrêta en voyant l'écran de l'ordinateur. Qu'est-ce que c'est ? Rachel se tourna. Une facture de Claire. Elle nous facture la robe et tout le reste. Michael s'approcha, la lut en silence, puis leva les yeux. Bien. Rachel cligna des yeux. Bien. La voix de Michael était calme. Trop calme. Elle vous facture pour un travail que vous avez utilisé.
Un travail dont vous l'avez effacé. Je ne l'ai pas effacé. Tu ne l'as pas invité. Tu m'as menti sur qui a fait la robe. Tu as laissé ta mère l'insulter à la porte. Rachel croisa les bras. Je ne savais pas qu'elle était Héloïse quand j'ai demandé la robe. Mais tu savais qu'elle était ta sœur, et ça aurait dû suffire. La mâchoire de Michael se serra. Elle n'a jamais été le problème, Rachel. Le téléphone de Rachel vibra dans sa main. Le nom de Claire sur l'écran. Elle répondit rapidement. Une sonnerie, puis la messagerie vocale. Elle essaya de nouveau, directement sur la messagerie vocale. Encore, refusé. De l'autre côté de la table, Linda parcourait déjà ses contacts. Elle ne peut pas s'attendre à ce que nous payions ça. C'est la famille. Michael haussa un sourcil. C'est comme ça que vous appelez ça? Linda l'ignora et tapa le nom de Claire. Ça sonna. Messagerie vocale. Encore. Refusé. Encore? Pas de réponse. Elle essaya 5 fois de suite, arpentant la cuisine, maintenant agitée. Elle m'ignore. Pouvez-vous lui en vouloir, dit Michael. Vous avez utilisé son talent, méprisé sa valeur et l'avez traité de fauché devant vos invités. Linda se tourna, rouge et confuse. C'est scandaleux. Elle a toujours été dramatique. Nous l'avons recueillie quand elle était jeune, lui avons tout donné, et maintenant elle nous envoie des factures comme si nous étions des étrangers. Michael soutint son regard. Peut-être parce que c'est comme ça que vous l'avez traitée. La bouche de Linda s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. Rachel se rassit lentement, le téléphone toujours à la main. Ses joues étaient rouges, non pas de colère, mais de quelque chose de plus proche de la honte. Dehors, le soleil commençait à monter dans le ciel, illuminant les surfaces brillantes de la maison que Claire avait aidé à décorer de loin. Les invitations étaient toujours empilées dans un plateau décoratif, celles que les invités avaient admirées. Une copie encadrée du menu qu'elle avait conçu était appuyée contre un vase d'hortensia fanées. Le travail de Claire les entourait, silencieux, élégant, indéniable. Mais Claire elle-même était partie, et elle avait emporté son silence avec elle. Le soir, le téléphone de Linda affichait 27 appels manqués. À la fin du lendemain, 49. Le matin suivant, 98. Tous vers le même numéro. Tous sans réponse. Claire ne faisait pas que les ignorer. Elle était, enfin, invisible par choix. La maison n'avait pas beaucoup changé. La poussière s'accrochait aux plaintes. Le plancher grinçait aux endroits familiers. Et l'odeur vieux bois, lavande légère persistait dans les coins comme un souvenir. Claire se tenait dans l'entrée, les clés à la main, l'écho de ses pas l'entraînant plus profondément dans le passé. Elle n'était pas revenue ici depuis des années. C'était la maison de son enfance, ou ce qu'il en restait. Après la mort de son père, tout semblait plus froid. Linda avait repeint les murs, enlevé la plupart des livres, remplacé les meubles par des pièces modernes et épurées qui ne correspondaient jamais à la chaleur que la maison avait autrefois. Finalement, Claire avait déménagé. Pas par colère, juste par autodéfense. Maintenant que la propriété était enfin vendue, elle avait accepté de revenir pour une dernière visite afin de récupérer tout ce qu'elle aurait pu laisser derrière elle. Le grenier était toujours exigu. Des grains de poussière dansaient dans les filets de lumière de fin d'après-midi qui s'infiltraient par la petite fenêtre circulaire. Des boîtes en carton étaient alignées le long du mur du fond, certaines marquées de l'écriture de son père. Nette, courbe, patiente. Elle ouvrit celle intitulée « Carnet de croquis de Claire ». À l'intérieur se trouvaient les cahiers qu'il avait gardés, des dessins précoces de robes faites au crayon de couleur et à la colle, certains n'étant que des bonshommes allumettes avec des robes, quelques aquarelles froissées, un petit journal qu'elle se souvenait à peine d'avoir tenu. Au fond de la boîte se trouvait une fine enveloppe blanche. Son nom y était écrit de sa main. Claire. Elle se figea. Elle n'avait pas jauni avec le temps. L'encre n'était pas fanée. Elle avait été préservée, scellée dans du plastique, rangée délibérément. Elle s'assit lentement sur le sol du grenier, le dos contre la poutre en bois, et l'ouvrit avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier à lettres pliées. Ma brillante Claire,
commençait-elle. Elle dut s'arrêter un instant. Elle n'avait pas entendu ces mots depuis si longtemps. Je suis désolée de ne pas avoir pu rester assez longtemps pour voir où ta lumière te mènerait. Mais je la vois déjà. Tu n'as jamais été comme les autres. Tu voyais le monde de travers? Dans des couleurs que la plupart des gens ignorent. Et je sais que ça faisait mal quand ils ne comprenaient pas. Mais n'ose jamais affaiblir cette lumière pour te faire plus petite. N'échange pas ta voix contre leur approbation. N'abandonne jamais ce qui te fait briller juste pour les mettre à l'aise. Elle porta la main à sa bouche, incapable de respirer. Je sais que ton chemin ne sera pas droit. Je sais que tu douteras de toi, mais promets-moi ceci, quelle que soit la pièce où tu entres, entre en étant toi-même. Ils ne t'accepteront peut-être jamais. Mais ça ne veut pas dire que tu n'as pas ta place. Tu l'as, tel que tu es. Sa poitrine s'effondra dans un sanglot, du genre qui vient du plus profond de soi, intact depuis des années. Les larmes coulèrent librement maintenant, striant ses joues et tombant sur ses genoux. Elle n'avait pas pleuré quand on l'avait retirée de la liste des invités. Elle n'avait pas pleuré quand sa mère l'avait humiliée à la porte. Elle n'avait pas pleuré quand son travail avait été exploité et effacé. Mais ceci la bouleversa. Être vue, être comprise, même après tout ce temps, même d'outre-tombe. Elle pressa la lettre contre son cœur et pleura. Ce n'était pas du chagrin. C'était de la reconnaissance. C'était le moment où une partie d'elle, longtemps enfouie, remontait enfin à la surface et disait « J'existe ». Plus tard, quand les larmes eurent séché et que le grenier fut baigné dans la douce lumière dorée du début de soirée, Claire se leva, plia doucement la lettre et la plaça dans son sac. Elle descendit lentement les escaliers, s'arrêtant dans le couloir où ses croquis d'enfance avaient été autrefois épinglés au mur avant d'être remplacés par les certificats académiques de Rachel. Elle regarda l'espace vide maintenant, et pour la première fois, ne ressentit pas le besoin de le récupérer. De retour à son appartement, elle ouvrit le site web de son studio. Jusqu'à présent, tout avait été sous la marque Héloïse, anonyme, élégant, déconnecté. Elle ouvrit son profil de créatrice, sa biographie. Elle supprima le pseudonyme. À sa place, elle tapa « Claire Sutton ». Designer, artiste, créatrice. Elle fixa l'écran un long moment. Sa main plana sur la souris. Puis elle cliqua sur « Publier ». Et juste comme ça, elle entra pleinement dans la lumière que son père avait toujours vue. Le communiqué de presse était simple. Pas de langage dramatique, pas de fanfare, juste un fond blanc épuré, un en-tête en police serif et une déclaration qui disait « Claire Sutton, atelier couture, réapproprié ». Il frappa l'industrie comme un coup de tonnerre. En quelques heures, les blogs de mode explosèrent de spéculation. Les chuchotements se transformèrent en gros titres. Les captures d'écran inondèrent les réseaux sociaux, légendés par la même question stupéfaite, Héloïse et Claire Sutton? À midi, la boîte de réception de Claire débordait. Demande d'interview de Vogue, Harper's Bazaar et l'Officiel. Demande d'articles, offre de table ronde. Des créateurs qu'elle avait autrefois admirés de loin demandaient maintenant des collaborations. De grandes maisons de couture à New York, Paris et Milan demandaient des rendez-vous. Même son ancienne école de design la contacta, lui demandant de revenir en tant qu'ancienne élève honorée. Mais ce n'était pas l'attention qui touchait Claire. C'était le nom. Son nom. Pour la première fois de sa carrière, le monde ne louait pas un mythe ou un mystère. Il ne s'émerveillait pas devant l'insaisissable Héloïse. Il la voyait, elle, Claire Sutton, comme l'esprit et les mains derrière chaque point, chaque silhouette, chaque moment de grâce qui avait défilé sur un podium ou glissé le long d'une allée. Le nouveau studio était calme, encore imprégné de l'odeur de la peinture fraîche et des bougies à l'eucalyptus. L'espace était modeste, pas grandiose, exactement comme elle l'aimait. Des murs blancs et propres, la lumière du soleil entrant par les hautes fenêtres, une seule table au centre avec ses carnets de croquis ouverts. Sur le mur du fond, le nouveau logo venait d'être installé en or brossé, Claire Sutton Atelier. Elle se tint devant lui un long moment, les bras croisés, les yeux pensifs. Elle n'avait pas besoin d'applaudissements. Elle avait construit cela de ses propres mains, pièce par pièce, chagrin par chagrin, et finalement, avec la vérité. Son assistante,
une jeune créatrice brillante nommée Kesha, entra avec une tablette. « Tu as 3 autres demandes d'interview, dit-elle. Et ceci vient d'arriver de Grant et Ellis. » Claire ne s'y a pas. Elle prit la tablette et jeta un coup d'œil à l'offre. Une page entière de jargon juridique de marque, de ventilation des parts de revenus, mais la signature en bas attira son attention. Michael Grant, PDG. Elle la fixa un long moment. L'offre était généreuse, bien plus que ce qu'elle avait facturé pour le mariage de sa sœur. C'était le genre de contrat que les créateurs attendent toute une vie. Claire avait un jour rêvé de travailler avec des entreprises comme la sienne. Mais c'était avant. Avant qu'il ne les fasse, avant qu'il ne choisisse le silence plutôt que la reconnaissance. Avant qu'il n'essaie d'emballer son art tout en jetant son nom. Elle rendit la tablette à Kesha. « Veuillez répondre, dit-elle calmement. Dites-leur que je ne suis pas intéressée. » Kesha cligna des yeux. « Vous êtes sûr ?» La voix de Claire était claire. « Je ne suis pas intéressée par les partenariats construits sur des mensonges. » Kesha sourit. Je m'en occupe. Claire se retourna vers la grande table à dessin où un nouveau design prenait lentement forme. Pas une robe de mariée cette fois. Une collection. Sa première ligne de haute couture complète sous son vrai nom. Pas de signature fantôme. Pas de paternité cachée. Juste elle. Plus tard dans la soirée, elle publia une seule photo sur les réseaux sociaux. Un cliché de sa main posée doucement sur un carnet de croquis. La légende disait, « Il m'a fallu des années pour croire que j'avais ma place. Maintenant, je n'ai plus besoin de permission pour me tenir dans la lumière. » La publication devint virale en quelques heures. Claire ne lut pas les commentaires. Elle n'en avait pas besoin. Pour une fois, elle ne courait pas après l'approbation. Elle avançait, enfin, sous son propre nom. Rachel avait toujours été douée pour faire semblant. Prétendre qu'elle contrôlait la situation. Prétendre que son mariage était parfait. Prétendre que le silence entre elle et sa sœur avait toujours été mutuel. Mais aucun vernis social ne pouvait dissimuler le changement qui avait commencé après le mariage. Cela commença modestement. Michael rentrant plus tard que d'habitude, dînant en silence, ne cherchant plus sa main lorsqu'il traversait des événements bondés. Elle se disait que c'était le stress de leur nouvelle vie ensemble, la pression des attentes de l'entreprise, la transition vers la vie de couple. Mais au fond, elle savait que la confiance, une fois fissurée, ne retrouve jamais sa place de la même manière. Michael ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée, ne lui montrait plus les prochaines campagnes. Un soir, alors qu'elle tendait la main vers son ordinateur portable, il le retira instinctivement. C'était un petit geste, mais il confirmait ce qu'elle craignait. Il ne la voyait plus comme une partenaire. Et pire, il ne la regardait plus avec fierté. Elle avait perdu quelque chose ce soir-là. Pas dans un scandale, pas dans une dispute dramatique, mais dans un regard, un silence, une distance qui grandissait chaque jour. Un après-midi, Rachel se retrouva devant un studio vitré en centre-ville. Un nom était gravé sur la façade en lettres d'or minimalistes, Claire Sutton Atelier. Elle le fixa longuement avant de tendre la main vers la poignée. La réceptionniste la reconnut instantanément, mais ne sourit pas. « Je suis ici pour voir Claire », dit Rachel doucement. Un instant. La réceptionniste prit le téléphone, murmura quelque chose, puis hocha la tête. « Vous pouvez attendre à l'accueil. » Les minutes passèrent lentement. Quand Claire émergea enfin, elle portait un simple pantalon noir et un chemisier blanc impeccable. Ses cheveux tirés en arrière, son visage calme. Pas froid, pas en colère, juste résolu. Rachel se leva. « J'ai besoin de te parler. » Claire fit un geste vers un bureau latéral. Pas de mots, juste de l'émotion. À l'intérieur, elles s'assirent l'une en face de l'autre à une petite table ronde. Claire attendit. La voix de Rachel se brisa avant même de commencer. « Je suis désolée. » Claire hocha lentement la tête, comme pour accuser réception du son mais pas du sens. « J'ai eu tort, » continua Rachel, surtout. « J'étais jalouse et je pensais que si je t'ignorais, tu arrêterais de briller. Mais tu ne l'as pas fait. Tu es juste devenue plus forte. » Claire ne parla pas.
Rachel essuya ses yeux. Michael me regarde à peine. Il ne le dit pas, mais je sais ce qu'il pense. Que je suis petite. Que je suis mesquine. Et je l'étais. Claire se pencha en avant, sa voix douce mais inébranlable. Tu n'étais pas seulement mesquine, Rachel. Tu as été cruelle. Rachel baissa les yeux. Je sais. L'expression de Claire ne se durcit pas, mais ne s'adoucit pas non plus. Tu m'as effacé de mon propre travail. Tu as utilisé mes mains, mon talent, mon temps, puis tu m'as enfermé dehors. Tu m'as appelé « famille » seulement quand c'était pratique. Je ne réalisais pas ce que je faisais. Si, interrompit Claire. Tu le savais. La gorge de Rachel se serra. Je ne suis pas venue ici pour trouver des excuses, murmura-t-elle. Je suis venue pour te demander pardon. Il y eut un long silence. Claire expira lentement. Je t'ai pardonné, dit-elle enfin. Les yeux de Rachel se levèrent de surprise. Mais, continua Claire, cela ne veut pas dire que tu as ta place dans ma vie. Les mots n'étaient pas durs. Ils étaient simplement la vérité. Rachel resta assise, figée. J'ai passé trop d'années à me faire toute petite pour que toi et maman ne vous sentiez pas mal à l'aise, dit Claire. Je me suis rendue invisible pour ne pas être une menace. Je suis restée silencieuse quand tu as pris ce qui n'était pas à toi. Mais cette partie de moi a disparu maintenant. Je ne veux pas de vengeance. Je ne veux pas d'excuses. Claire se leva, sa voix ferme. Je veux la paix. Rachel resta assise, stupéfaite. Claire se dirigea vers la porte, l'ouvrit doucement. Rachel leva les yeux, humide, sa voix à peine plus qu'un murmure. Alors, c'est tout. Claire ne se retourna pas, c'était fini il y a longtemps. Tu ne l'as juste pas remarqué. Rachel se leva lentement, serrant son sac à main. Elle regarda autour du studio, si plein de lumière, rempli de tissus, de croquis et de vie. Un lieu de détermination, de création, un lieu où elle ne pourrait plus jamais entrer honnêtement. En sortant dans l'air du soir, la vérité s'installa dans sa poitrine, plus lourde que la culpabilité. Elle n'avait pas seulement perdu une sœur. Elle avait perdu la seule personne qui lui avait jamais offert un amour inconditionnel et l'avait enterrée sous la fierté. Maintenant, cette porte resterait fermée, et l'écho des derniers mots de Claire la suivrait jusqu'à chez elle. Le studio bourdonnait d'une énergie tranquille. Des rouleaux de tissu bordaient les étagères. Des mannequins de couture se tenaient comme des témoins silencieux, et des rayons de soleil matinal se déversaient par les hautes fenêtres, projetant de longues lignes dorées sur le sol poli. Mais aujourd'hui, quelque chose était différent. La longue table au centre, autrefois réservée uniquement aux carnets de croquis et aux échantillons de Claire, avait été débarrassée. À sa place se trouvaient des blocs-notes vierges, des crayons taillés et des rouleaux de mousseline bon marché. Une douzaine de chaises pliantes l'entouraient. Chacune était occupée par une fille, certaines à peine sorties du lycée, d'autres plus âgées, toutes avec des yeux nerveux et des mains hésitantes. Claire se tenait à la tête de la table. Elle n'était pas habillée comme une icône de la mode. Elle portait un jean souple, une chemise blanche ample, et ses cheveux étaient nonchalamment glissés derrière une oreille. Il n'y avait pas de podium, pas de presse, pas de grandeur, juste elle et elle. Elle se présenta sans fanfare. Elle parla de lignes, d'équilibre, de théorie des couleurs, mais pas comme une conférencière, comme quelqu'un ouvrant une porte dont elle avait été autrefois exclue. Puis elle fit une pause. Je sais que certaines d'entre vous ne croient pas avoir leur place dans un espace comme celui-ci, dit-elle. Je sais ce que c'est que d'être ignorée, de s'entendre dire que ses rêves sont stupides, d'entendre sa voix puis d'en douter. La pièce était silencieuse, les yeux fixés sur elle. Elle continua, son ton doux. Ce n'est pas seulement un studio. C'est une pièce où personne ne vous demande si vous êtes digne. Vous l'êtes déjà. On ne vous a simplement pas encore appris à le dire avec du tissu. Une jeune fille leva la main. Peut-être 16 ans, avec des boucles serrées tirées en un chignon improvisé et un jean de seconde main rapiécé aux genoux. Ma tante dit que la mode, c'est seulement pour les riches, dit-elle presque en chuchotant. Je suis pauvre. Est-ce que quelqu'un comme moi peut vraiment faire ce que vous faites ? Les mots restèrent en suspens.
Claire s'approcha, sa voix douce mais ferme. Le luxe, dit-elle, ne concerne pas l'argent. Il s'agit de connaître sa propre valeur. La fille cligna des yeux, comme si elle ne savait pas si elle devait la croire. Claire sourit. La chose la plus précieuse que j'ai jamais faite ne coûtait pas une fortune. Elle a coûté du courage. Quelque part, quelqu'un laissa échapper un souffle tremblant. Une larme roula sur une joue. Non pas de tristesse, mais de reconnaissance. Au fur et à mesure que la leçon avançait, elles esquissèrent leurs premières lignes, timides au début, puis plus audacieuses. Elles tinrent le tissu à la lumière. Elles posèrent des questions. Elles rirent nerveusement, puis librement. Quand la journée se termina, les filles sortirent lentement, chacune s'attardant un peu plus longtemps que prévu. L'une d'elles posa une note de remerciement pliée sur la table. Une autre demanda si elle pouvait revenir demain. Claire resta seule dans le studio une fois de plus. Elle se dirigea vers le coin arrière où un vieux tableau de liège était appuyé contre le mur. Épinglé dessus se trouvait un croquis jauni, des lignes légèrement inégales. Des aquarelles fanées. C'était sa première robe, dessinée quand elle avait 10 ans, colorée au feutre, collée avec des chutes de dentelle. Elle le prit doucement, puis se dirigea vers la table centrale. Là, sous la lumière du soleil, elle déroula du papier propre. Elle commença à dessiner. Les lignes coulaient facilement maintenant, non pas parce qu'elle avait maîtrisé l'art, mais parce qu'elle ne remettait plus en question son droit de les faire. Son nom n'était plus caché derrière une signature. Ses mains n'étaient plus invisibles. Elle signa en bas, Claire Sutton, avec des traits calmes et confiants. La lumière du soleil se déplaça, attrapant la page juste comme il fallait. Le croquis scintilla faiblement, l'encre encore humide. Elle recula, pencha la tête et sourit. Non pas parce que c'était parfait, mais parce que c'était à elle. Et cette fois, tout le monde le verrait. Et c'est ainsi que Claire Sutton, autrefois la fille oubliée dans l'ombre de sa sœur, a réapproprié son nom, sa voix et son avenir. Non pas avec vengeance, mais avec clarté. Non pas par le conflit, mais par la vérité. Elle n'avait pas besoin de prouver sa valeur à ceux qui l'avaient autrefois rejetée. Elle est devenue une lumière pour ceux qui n'avaient jamais été vus. Et c'est peut-être la vengeance la plus puissante de toutes. Non pas quand on se bat pour être accepté, mais quand on s'épanouit sans en avoir besoin. Alors, qu'auriez-vous fait si vous étiez Claire? Seriez-vous parti? Auriez-vous envoyé la facture? Ou seriez-vous allé plus loin? Nous voulons connaître votre avis. Laissez vos pensées en commentaire. Dites-nous quelle partie de l'histoire de Claire vous a le plus marqué. Et si vous pensez que des histoires comme celle-ci doivent être racontées, n'oubliez pas de vous abonner. Chaque semaine, nous vous apportons des récits puissants de trahison, de guérison et de transformation. Parce que parfois, la voix la plus silencieuse raconte l'histoire la plus forte. Merci d'avoir regardé. On se retrouve dans la prochaine.